Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où je parle des livres en cours de lecture, des livres que j'ai lus jusqu'au bout, des livres que j'ai à peine abordés, des livres qui m'ont occupé durant la semaine précédente. Aujourd'hui, le tas de livres est assez imposant, même si évidemment tous n'ont pas été dévorés complètement, mais il s'agit de tout ça. C'est assez lourd, il y a de la bande dessinée comme vous pouvez le voir, il y a d'autres livres assez épais mais dont je n'ai pas lu grand chose. Et donc, je vais un peu passer tout ça en revue, lire quelques extraits peut-être, essayer de réfléchir autour de ces livres, avec ces livres, par ces livres. Et donc, de faire un petit bilan de ma lecture, de mes lectures de la semaine. Le tas aurait pu être encore plus haut avec mes lectures de relire Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq, les poésies de Mallarmé, mais je vais me concentrer déjà sur ce tas-là, en ne sachant pas par où commencer, bien sûr. Peut-être commencer par la fin d'une lecture importante. J'ai terminé les essais d'Albert Camus. La Pléiade Camus, j'ai parcouru tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai d'autres livres de la bibliothèque de la Pléiade qui m'attendent, que j'ai récupérés par-ci par-là, que j'ai achetés d'occasion. Et il y a plein de choses qui me donnent envie. Alors, on verra de quoi il s'agira. Ici, j'ai lu cette semaine 2 textes, les derniers, de cette Pléiade, qui est la Pléiade ancienne de Camus. Un texte qui est son discours, ou ses discours, il y en a plusieurs qui ont été mis ensemble, discours du 10 décembre 1957, lorsqu'il reçoit le prix Nobel. Et puis discours qui suivent une conférence du 14 décembre 1957 également, où il parle de son métier de littérateur. Dans cette occasion assez surprenante pour lui, il ne s'attendait pas à ce prix Nobel, lui qui est encore jeune, même s'il lui reste en 57 peu de temps à vivre encore, mais ça il ne le sait évidemment pas. Et donc, il réfléchit sur l'écriture. Sur l'art. Sur l'importance dans la vie de cette écriture. Face à la misère, notamment du monde. Devant tant de misère, cet art, s'il veut continuer d'être un luxe, doit accepter aujourd'hui d'être aussi un mensonge. De quoi parlerait-il en effet? S'il se conforme à ce que demande notre société dans sa majorité, il sera divertissement sans portée. S'il la refuse aveuglément, si l'artiste décide de s'isoler dans son rêve, il n'exprimera rien d'autre qu'un refus. Nous aurons ainsi une production d'amuseurs ou de grammairiens de la forme qui, dans les 2 cas, aboutit à un art coupé de la réalité vivante. Depuis un siècle environ, nous vivons dans une société qui n'aime même pas la société de l'argent. L'argent ou l'or peuvent susciter des passions charnelles, mais celles des symboles abstraits de l'argent. La société des marchands peut se définir comme une société où les choses disparaissent au profit des signes. Ça a été écrit en 1957, ça c'est totalement encore d'actualité. Quand une classe dirigeante mesure ses fortunes non plus à l'argent à l'arpent de terre, ni au lingot d'or, mais au nombre de chiffres correspondant idéalement à un certain nombre d'opérations d'échange, elle se voue du même coup à mettre une certaine sorte de mystification au centre de son expérience et de son univers. Une société fondée sur des signes est dans son essence une société artificielle
où la vérité charnelle de l'homme se trouve mystifiée. On ne s'étonnera pas alors que cette société ait choisi pour en faire sa religion une morale de principe formelle et qu'elle écrive les mots de liberté et d'égalité aussi bien sur ses prisons que sur ses temples financiers. Cependant, on ne prostitue pas impunément les mots. La valeur la plus calomniée aujourd'hui est certainement la valeur de liberté. En effet, tout cela, on n'a rien à y retrancher aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ne prostituent pas les mots. Et après ces conférences et ces discours de Stockholm, du moment où il reçoit le prix Nobel, il y a comme dernier livre, non pas livre, parce que c'est un peu l'assembleur, celui qui a confectionné cette pléiade-là, qui a mis tout ça un peu ensemble, ce qui est appelé des essais critiques, où il parle de différents auteurs littéraires, de Chamfort, de Louis Guillou, des gens qui, peut-être aujourd'hui, sont un peu passés de mode. Enfin, la plupart des gens dont il parle, avec souvent beaucoup d'admiration, sont aujourd'hui un peu oubliés. André Gide, un peu plus connu, mais oublié. Ou l'artiste en prison, autour d'Oscar Wilde, qui change du tout au tout par l'expérience de la prison, qui évidemment, même si c'est écrit liberté dessus, n'est pas un lieu de liberté. Ou Roger Martin Dugard, là aussi un auteur bien oublié, sur lequel il écrit beaucoup. Alors j'ai lu ça avec un peu de difficulté, dans le sens où moi je n'ai pas lu la plupart de ces auteurs-là. Les îles de Jean Grenier ou René Char, qui était un ami. Bref, un passage en revue d'œuvres qui ont compté pour Camus, et il explique pourquoi elles ont compté pour lui. Ça donne envie d'aller y voir, peut-être, par la suite. Mais donc j'ai terminé de lire Albert Camus, que je vais laisser de côté. Albert Camus, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour la force de sa pensée, peut-être plus pour la force de sa pensée que pour son écriture, surtout dans cette pensée très rhétorique. Chez Camus, il écrit bien, et il le sait un peu trop. Mais peut-être que c'est un peu sévère comme jugement. Mais en tout cas, c'était une traversée assez marquante. Et puis, continuons par d'autres livres dans ce que j'ai terminé cette semaine. On va commencer par ce que j'ai terminé et on terminera par ce que j'ai commencé. Eh bien, il y a ce petit livre intitulé « La mécanique du cœur » de Mathias Malzieu, un livre que j'ai bien aimé, avec un côté très onirique, très imaginatif, d'un personnage qui a un cœur mécanique, c'est-à-dire que à la naissance, son cœur a été entouré ou a pu fonctionner parce qu'on lui a mis une horloge. Et il ne peut pas tomber amoureux, ça risque de déglinguer son horloge, sauf que bien sûr il tombe quand même amoureux d'une petite chanteuse, et il y a toute une histoire assez bien faite. Et puis il rencontre des personnages de l'époque où ça se passe. Le livre est assez récent, il date de 2007, mais l'histoire se passe au début du XXe siècle, ou même plutôt à la fin du XIXe siècle, puisque la première phrase c'est « Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874 », donc on est quelques années plus tard, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Les dates ne sont pas précises. Il rencontre des gens comme Jack l'Éventreur, ou plus longuement le personnage de Méliès, celui qui a presque inventé le cinéma, une sorte de touche-à-tout génial. Le forain, il est dans ce monde des forains, il se retrouve en Andalousie à la recherche de sa petite chanteuse, et il se trouve dans un wagon fantôme où malheureusement sa mécanique, qui pourrait être effrayante, fait rire les gens, mais il y a un rival
qui l'a éborgné dans une bagarre qui revient et d'autres bagarres qui s'en suivent, et puis l'histoire se termine de manière assez mélancolique au fond. Cette histoire qui est, j'allais dire, mignonne, devient de plus en plus rude. Et l'amour ici est présenté comme quelque chose qui est douloureux physiquement. Alors tout ça tient beaucoup de l'allégorie, du symbole, mais de manière assez subtile pour que ce soit pas trop paf direct, mais qu'on puisse rêver et puis qu'on puisse prendre ça un peu aussi au premier degré. Voilà sur ce qui se passe quand son cœur bat trop fort. Alors que Miss Acacia enfile ses escarpins d'une main et se recoiffe de l'autre, je bloque l'aiguille des minutes. Il est 4h37 depuis un bon quart d'heure à l'horloge de mon cœur lorsque je la relâche. Entre-temps, Miss Acacia a disparu dans le labyrinthe silencieux de l'extraordinarium, les premiers oiseaux de l'aube accompagnant le bruit de ses pas. J'aurais voulu prendre un peu plus de temps pour observer à loisir ses chevilles de poussin, pour remonter le long de ses mollets aérodynamiques jusqu'aux cailloux ambrés qui lui servent de genoux. Alors j'aurais longé ses cuisses entr'ouvertes pour me poser sur la plus douce des pistes d'atterrissage. Là je me serais entraîné à devenir le plus grand caresseur-embrasseur du monde. À chaque fois qu'elle voudra rentrer chez elle, je lui ferai le coup. Blocage temporel, suivi d'un cours de langue pas étrangère. Alors, je redémarrerai le monde. Elle se sentira toute chose et elle ne pourra résister à l'idée de passer encore quelques vraies minutes lumineuses au creux de mon lit. Et durant ces instants volés au temps, elle ne sera que pour moi. Mais si cette vieille breloque sait parfaitement me signifier le temps qui passe en tic-taquant lors de mes insomnies, elle refuse de m'aider pour la magie. Je reste assis seul sur mon lit, à tenter tant bien que mal d'atténuer mes douleurs d'horloge en pressant mes engrenages entre mes doigts. Oh Madeleine, tu serais furieuse, Madeleine, c'est la sage-femme qui lui a confectionné cette mécanique qu'il ne faudrait pas dérégler. Et il y a quelque chose de magique, peut-être de faussement magique, dans cet objet-là. Voilà un peu l'ambiance de ce texte qui est très bien fait. Et assez touchant. Et le personnage, il est un peu ambigu aussi, il n'est pas si lisse que ça. Et le monde autour non plus. La magie, on la retrouve évidemment dans une autre série de livres qui m'ont beaucoup occupé cette semaine. C'est la série Merlin de bande dessinée. Il y a plein d'auteurs différents, donc je ne vais pas tous les citer, mais justement, la série a été inventée ou imaginée par Jean-Luc Istin et Éric Lambert, mais ensuite d'autres ont dessiné, d'autres ont fait des scénarios, Nicolas Jarry, Benoît Delac pour des storyboarders, par exemple, dans celui-là, je ne vais pas citer tous les noms, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça raconte donc l'enchanteur Merlin. Dans ses origines, on se rapproche petit à petit du Merlin qu'on connaît un peu, celui qui entoure la cour du roi Arthur. J'avais déjà parlé des épisodes précédents, de la jeunesse et de l'enfance de Merlin. Ce que j'ai lu cette semaine, c'est deux séries autour de Merlin. La première, c'est Merlin le prophète. Le prophète, où justement on voit petit à petit ce Merlin devenir de plus en plus important, et on annonce dans cette série-là ce qui adviendra par la suite, ce
qui naîtra, doit naître un roi qui rassemblera les Bretons. Et dans la partie suivante, on assiste véritablement à ce que l'on connaît mieux, la légende arthurienne proprement dite, avec donc cette partie, le tome 11. Tome 11 qui ne suit pas tout à fait le tome 1 à 5 de la partie Le Prophète. C'est le tome 11 par rapport aux 10 premiers que j'ai déjà lus auparavant. Vous pouvez essayer de retrouver tout ça. Tome 11, 12, 13, là où on a le roi Arthur, la reine de sang et la crosse et le bâton. Le roi Arthur, c'est évidemment ce que l'on attendait. Donc ce volume-là, le volume 11, est celui qui nous rapproche de ce que l'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est de lire ceci avec tout ce qui s'est passé auparavant, avec tout ce qu'on sait plus ou moins déjà sur la suite, qu'on a déjà lu ailleurs dans les textes médiévaux. J'ai pas mal lu ce genre de choses, de légendes de la table ronde, mais qui étaient peu centrées sur le personnage de Merlin, contrairement ici. Alors évidemment, voilà Merlin dans cette scène ici, qui dit ceci: Roi Urien, si tu crois être l'élu, si tu penses être le roi qui unifiera le peuple breton sous ta gouverne, alors soumets-toi à l'épreuve d'Excalibur. Je t'en prie, roi Urien. Quand tu me regardes ainsi, cela n'augure rien de bon, Merlin. Ta vanité est légendaire, Urien. Il n'en demeure pas moins que tu es une personne de valeur. Garde tes compliments pour toi, enchanteur. Et évidemment, le roi Urien n'arrive à rien. Et un petit jeune que personne ne connaît, lui, va réussir à sortir l'épée. On connaît cette histoire-là. Il y a un plaisir de la voir dessinée, de retrouver une histoire qu'on connaît après 1000 détours dans un passé qui est un passé qui évidemment est lui beaucoup plus mystérieux, beaucoup moins connu. Et puis donc on voit apparaître la table ronde, on voit apparaître toutes ces histoires-là dans quelque chose qui reste de l'ordre du mythe, de l'ordre de ces livres qu'on relit sans cesse. Cette histoire-là n'est jamais tout à fait la même, elle est toujours un peu différente. Alors là, c'est la version bande dessinée, mais au fond, il y a un plaisir renouvelé de retrouver sans cesse le roi Arthur et ses 1001 facettes. Alors, si je continue dans cette série de lectures qui ont été les miennes cette semaine, autre bande dessinée, Le Serpent majuscule, de Pierre Lemaître et Dominique Monferry, d'après le roman de Pierre Lemaître. Une histoire assez sordide, assez sombre, beaucoup plus réaliste, même s'il se passe des horreurs. C'est une vieille dame qui est une sorte de tueuse en série, qui est une tueuse à gages peut-être plutôt, et qui tue avec des armes assez puissantes ou trop puissantes pour ce que ça devrait être, et puis qui est accompagné d'un chien qui tue un homme et qui tue son chien, le chien de cet homme, dans le même endroit. Et puis on découvre son passé de résistante, et puis on voit aussi qu'il y a un homme, celui qui lui donne des ordres, qu'elle aime, semble-t-il, encore, alors que depuis bien longtemps, ils n'ont pas pu vivre leur histoire d'amour, ou que lui en a choisi une autre. Bref, une histoire assez terrible. On voit ici le passé, etc. J'ai lu ce livre avec intérêt. Les dessins sont assez terribles, assez significatifs. Même si je dois avouer être un peu resté sur ma faim, sans doute pour une raison simple, c'est que le roman Le Serpent majuscule de Pierre Lemaître, je ne l'ai pas lu, et lisant
la version bande dessinée, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour saisir vraiment les enjeux. Ça reste assez elliptique, ça reste assez étrange et on se dit mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui c'est vraiment cette femme, ses rapports avec les autres personnages, etc. On aurait envie de creuser. Alors, envie de creuser peut-être en lisant le roman en question, qui permettrait ceci, parce que parfois on se dit, mais bon, elle tue ces gens, et puis à la fin, je dis pas à la fin, mais voilà. Et alors, je reste un peu sur ma faim en disant ça. Je pense que il aurait été plus judicieux de commencer par lire le roman en question. Mais cette bande dessinée, en tout cas, bien réalisée, ça c'est sûr. Voilà, ça c'était les lectures accomplies dans leur intégralité, terminées en tout cas durant cette semaine, mais ce n'est pas terminé, j'ai d'autres livres dont j'ai envie de parler, que j'ai commencé parfois en n'ayant lu pas grand-chose, parfois en ayant lu un peu plus. Alors, je parlais de la frustration de ne pas avoir lu le roman Le Serpent majuscule pour lire la BD, qui fait que j'ai pas tout compris. Il y en a peut-être une autre de frustration, enfin, à voir, parce que je suis tout au début d'une lecture. Mais il s'agit d'un livre que j'ai trouvé, comme c'est assez souvent le cas, dans une cabine où on expose des livres, et donc on prend des choses pour le titre ou pour le nom de l'auteur. Bien souvent on se dit « Ah tiens, cet auteur-là, j'avais lu quelque chose de lui ou j'en ai entendu parler, j'ai envie d'aller relire ou lire quelque chose de cet auteur ». C'est le cas ici de James Ellroy, dont j'avais lu déjà quelques romans policiers assez rudes. Et donc je me suis dit « American Death Strip », ça ne peut être qu'un bouquin assez fort. Sans me rendre compte que c'était le deuxième volume d'une trilogie. Alors j'ai un peu cherché si c'était lisible sans lire la première, je voudrais me procurer la première, etc. Puis ça me disait, bon, oui, c'est tout à fait lisible. Alors pour l'instant, je suis tout au début, il y a plein de personnages, et peut-être que si j'avais lu le premier, je serais plus facilement entré dedans, surtout que les personnages ne sont pas vraiment exposés, on a leur nom, il y a plein de noms qui sont là, ça commence dans un moment clé, évidemment, et ça m'intéresse beaucoup. Et commencer à ce moment-là me parle en tout cas, mais je pense que ça parle à pas mal de monde. La première partie, c'est Extradition, 22-25 novembre 1963, et ça commence précisément à Dallas, le 22 novembre 1963, c'est-à-dire le jour de l'assassinat de Kennedy, où un certain Wayne Tedrow Jr., premier personnage qu'on voit apparaître, se trouve là, il doit assassiner quelqu'un, mais ce n'est pas Kennedy. Et puis on a d'autres personnages qui apparaissent. Évidemment, cet événement de l'assassinat de Kennedy vient bouleverser les plans de tout le monde. Certains semblaient être au courant, ou s'y attendaient un peu. Donc il y a quelque chose d'une sorte de complot. Toutes les théories autour de l'assassinat de Kennedy qui reste quelque chose de mystérieux. Lee Harvey Oswald, l'assassin, assassiné le lendemain, etc. Donc là, évidemment, c'est un sujet romanesque au possible. Et voilà, donc on assiste à cet événement avec ce regard de gens qui sont visiblement, là encore, je ne les ai pas encore tous très bien identifiés, j'en suis à la page 50 et quelques sur 800, 900, donc j'aurai le temps de m'y plonger de manière un peu plus assidue et de peut-être mieux comprendre, j'espère, ou alors d'aller lire le premier volume pour m'y faire à cette histoire-là. Le gamin s'appelait Lee Harvey Oswald. Il y a une écriture alors de James Ellroy très elliptique, des phrases courtes avec des scansions, des répétitions. Le nom des personnages est répété sans cesse. Au lieu d'utiliser des pronoms, il reprend le nom. 3 fois de suite, souvent. Le gamin s'appelait Lee Harvey Oswald. Le gamin avait tué Kennedy et Tippit. Tippit appartenait à la police de Dallas. La police de Dallas, c'était comme une famille. Vous voyez, cette répétition sans cesse, là. Le gamin, Tippit, la police de Dallas. Donc ça crée un rythme, sans doute plus fort encore en anglais qu'en français, mais c'est percutant aussi en français. C'était comme une famille. Moore le connaissait probablement. Moore, c'est un des personnages
lié à la police de Dallas, mais qui, visiblement, il a quand même des missions assez peu orthodoxes, peu légales à accomplir. Oswald était pro-rouge. Oswald adorait Fidel. Il travaillait dans un entrepôt de manuels scolaires. Oswald avait buté le président pendant sa pause déjeuner. La police de Dallas l'avait arrêté, son quartier général était noir de monde, des flics, des reporters, qui cherchaient tous à monopoliser la caméra. Wayne, c'est le personnage du point de vue de qui est raconté ce chapitre-là, c'est-à-dire le premier chapitre, Wade Tedrow Jr. Wayne se laissa tomber sur un divan. Wayne ferma les yeux. Wayne vit Wendell Duffy. Wayne rouvrit les yeux. Wayne vit Lee Harvey Oswald, etc. On voit bien ce rythme-là, rapide et percutant et un peu grinçant, comme ça, qui apparaît. On a des flashs, tchac, tchac, il y a des moments, des scènes déjà de violence qui sont présentes. On va buter des types, etc. Enfin, bref, je ne peux pas encore raconter grand-chose parce que je suis un peu perdu pour l'instant, mais je me laisse quand même prendre par ce rythme-là. Encore 2 livres dont je vais parler. Le rythme est totalement opposé chez l'écrivain suivant. Et là, on change d'univers, mais alors radicalement. C'est Gustave Roux, Petite note quotidienne, ou presque. C'est des extraits de son journal. C'est une partie de son journal des années 1930, 1933 à 36, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est 1933 à 36, avec également des photos prises par le poète vaudois Gustave Roux, ici, comme celle-ci et d'autres en noir et blanc qu'on a sur cette image, une photo par exemple de sa mère. Et ce journal s'ouvre, cette partie du journal s'ouvre sur le décès de la mère de Gustave Roux après une maladie assez pénible à vivre pour elle évidemment et pour sa famille. Gustave Roux vit avec sa sœur et sa mère dans un village Mézières dans le Jura, dans le canton de Vaud. Et il raconte à son journal les derniers moments de sa mère. Il voudrait ne pas perdre la douleur qui est la sienne. Voilà ce qu'il écrit par exemple le 29 juillet 1933. Un petit écureuil brun, ça c'est entre parenthèses pour commencer, comme s'il avait besoin de décrire le décor. Un petit écureuil brun à poitrail blanc bondit dans les branches du sapin au-dessus de ma tête. Sa queue bat comme celle d'un chat en colère. Puis la parenthèse se referme. Au centre de moi-même, il y avait le moissonneur et la moisson. Cet instant de l'année, cet instant de la vie d'un homme, toute ma vie s'appuyait sur eux. Cette passion n'est pas quelque chose d'extérieur qui s'est peu à peu imposé à force d'insistance à mon attente. C'est une correspondance immédiate, totale, mais non immédiatement perçue dans sa totalité. Cette année-ci seulement, je puis m'en rendre compte, en sentant chaque jour croître l'obsession bienheureuse du corps sombre et lisse parmi les épis secs. Alors, il ne s'agit pas de sa mère ici, il y a d'autres passages sur sa mère, mais il s'agit du moissonneur, d'un voisin, d'un ami, mais on sent que pour Gustave Roux, c'est sans doute plus. Gustave Roux est un solitaire, un célibataire, mais là il y a de toute évidence une passion pour un homme qui est mentionné, un homme qui lui est marié, et il décrit cet homme avec beaucoup de sensualité, et ce moment des moissons aussi.
Voici 15 jours que les blés ont commencé à mûrir, cette invasion d'or parmi le verre comme une sève précieuse qui soudain éclaire et découpe jusqu'à l'horizon parmi le vert des herbes fraîches où la brume d'été toute bleue les longs rectangles jaunissants ou fauves matin à chaque minute et j'essaye en vain de cerner ces instants dont la fuyante beauté masque mais annonce le retombement de l'année. Mon élan vers l'épi dont le grain éclate en lait sucré sous la dent, vers l'homme aux cheveux brûlés, à la peau nue, vient de si profond en moi qu'il me semble parfois que c'est lui qui crée le moissonneur et la moisson. Voilà. Là, évidemment, c'est une écriture qui touche au plus profond à cette date ici du 29 juillet 33. Après donc le décès de sa mère, quelque chose renaît, revit dans ce moment de l'été des moissons. Et je reviens maintenant un peu en arrière, justement au moment où la mère est décédée, quelque temps après 5 juin 33. Hier soir, avec quel sursaut d'angoisse, j'ai senti tout à coup que l'oubli commençait son œuvre, et que peu à peu je ne pourrais plus me rappeler dans leur enchaînement temporel les paroles, les sommeils, les souffrances des derniers jours, que même ce dernier hiver allait perdre dans un vague uniforme tout ce dessin si précis et si sombre qui aurait dû nourrir sans fin ma tristesse. L'horreur de sentir mon amour abîmer son élan tout à coup dans un magma d'oubli et de mémoire, où il s'enliserait sans pouvoir rien saisir. Voilà ce qui me fait passer ce matin du chuchotement lèvre à lèvre avec une présence-absence à la brutalité du signe. Puissent ces phrases ne rien capturer, car leur capture fige, mais susciter seulement ce qui n'est plus, et s'effarouche de revivre, cette présence qui n'ose pas se tenir devant mes yeux parce que ce qu'on appelle le réel la traverserait comme un glaive, heureuse de glisser à mon côté comme une ombre timide, cette promeneuse qui ne connaît plus la vieillesse ni la fatigue, et regarde avec moi le monde où tout est fleurs, feuillage, vent gorgé d'odeurs, sans rien dire, sans cesser de parler, donnant sa voix au monde jusqu'à ce que le cœur, retrouvant dans toute chose la même inflexion, déchirant, éclate en larmes, sans merci. Puis viennent des récits sur les derniers temps de sa mère. Et puis, l'oubli fait son jeu et la scène que je vous lisais avant apparaît, cet été de moisson et de désir. Et puis, qu'est-ce qui viendra après ? J'ai encore pas mal de passages à lire sur les années qui suivent. Et il y a quelque chose dans cette écriture qui creuse. Et cette présence de la nature, et une nature qui me parle, parce que c'est la nature de chez moi, en fait, de Gustave Roux. Et Mézières, dans le Jura, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Une vingtaine de kilomètres, pas beaucoup plus. Et donc, évidemment, on s'y reconnaît, même si c'est un temps passé, les années 1930, il y a bientôt un siècle, un monde disparu, ce monde agricole, lui-même vit cette disparition-là, lui-même n'est pas paysan, il a fait des études littéraires, il écrit, il fait des choses qu'on ne faisait pas dans cet endroit-là, ces métiers qui changent, voilà aussi ce qu'on voit, mais il est fasciné par le moissonneur, évidemment, là, aujourd'hui, on ne peut pas écrire la même chose sur les moissonneuses-batteuses. Alors cette modification des métiers, c'est la transition que je trouve pour parler du dernier livre qui m'a occupé cette semaine, qui m'occupera encore un petit peu, même si j'ai pas mal avancé, qui lui aussi n'a plus grand-chose à voir avec ce qui précède, donc on saute un peu du coq à l'âne. C'est un livre qui s'appelle « Imposture à temps complet. Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde » de Nicolas
Kaiser Brill, un livre assez récent, 2022, qui parle donc de cette notion de bullshit job, d'un certain nombre de métiers, qui ne sont pas vraiment des métiers d'ailleurs, qui sont des jobs, employons le terme tel qu'il est utilisé ici, qui au fond ne servent pas à grand-chose, qui n'ont pas de mission bien précise, mais qui envahissent le monde du travail pour donner du travail à ceux qui n'ont pas d'autre place que celle-ci. Alors, il analyse, Nicolas Kaiser-Brill, la manière dont ces bullshit jobs envahissent le monde. Alors, la définition du bullshit job n'est pas évidente. À partir de quand un métier, un travail est-il bullshit? Déjà, le terme est difficile à traduire, mais en gros, c'est des travaux qui se présentent comme étant des travaux ultra importants et qui en fait ne servent à rien et n'ont pas d'objectif précis et qui sont souvent des travaux bien rémunérés, bien vus par le monde du travail, même si on ne saurait trop dire en quoi il consiste précisément, à part à faire des réunions tout le temps et à employer une espèce de vocabulaire anglais généralement. Je pense pour ça bullshit job n'est pas traduisible, parce qu'on invente des concepts pour brasser du vent, et beaucoup de métiers ne font que ça, et beaucoup d'autres sont petit à petit infectés par cette manière de concevoir le travail. Et je crains que aujourd'hui ça prenne une ampleur encore plus grande avec le développement des IA, etc., qui n'est pas beaucoup évoqué ici. Mais voilà, donc il analyse ceci en montrant d'ailleurs que tout ceci est peut-être un jeu de ce qu'il appelle un jeu de cache-caste. C'est pour occuper des gens de la plus haute société, des gens bien rémunérés, que l'on a mis en place ces bullshit jobs. C'est souvent des gens qui ont du pouvoir, et puis ceux qui sont au-dessous, ils doivent s'adapter à cette espèce de magma, et souvent sans trop comprendre ce qu'ils doivent réellement faire, et ce qui fait que dans les entreprises bullshit, ce qui ne sont évidemment pas toutes les entreprises, mais surtout celles dont la mission n'est pas claire. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous allez être bien vu dans ce genre d'entreprise? C'est par exemple en vous intégrant à ce monde-là, en participant à des réunions ou à des moments imposés, censés être souder l'équipe. Vous savez, le team building, voilà, typiquement un terme qui est de l'ordre du bullshit. Et donc, je parlais de cache-caste. Alors, je vais essayer de retrouver le passage où il évoque cette idée-là. On parle de gentrifier les métiers, où au fond, les gens des castes supérieures n'étant plus reconnus comme tels officiellement, nous ne vivons pas officiellement dans une société de castes, et même les notions de classe sociale sont invisibilisées aujourd'hui, alors qu'elles demeurent, et justement les classes supérieures ont besoin, les castes supérieures ont besoin de cacher un peu qu'elles ne sont pas plus compétentes que les autres, et que elles, en gros, elles ne servent pas à grand-chose dans le monde du travail. Alors, où est cette cache-caste? J'essaye de le retrouver. J'ai corné pas mal de pages dans ce livre, donc c'est ce qui rend difficile de trouver un passage précis. Je l'ai vu passer tout à l'heure, donc il existe, mais évidemment, quand je cherche les choses, je ne les retrouve pas. Bref, je trouve le terme intéressant de cache-caste. Il s'agit de rester dans la norme et de ne pas proposer des choses qui
ne sont pas dans la norme, le jeu de cache-caste. J'ai retrouvé ce que je voulais lire. Si les bullshit jobs existent pour satisfaire les besoins de consommation ostentatoires des plus riches, pour mettre en valeur les managers et donner un travail aux autres, il reste un problème de taille à résoudre. Sont-ils ouverts à tout le monde? Et comment les rémunérations des bullshit jobs sont-elles décidées? Une première hypothèse serait que chaque métier soit associé à un niveau de salaire donné. Au lieu de payer un salarié ou une salariée en fonction de son utilité, et le mot est entre guillemets, pour l'entreprise, comme le prévoit la théorie néoclassique, les employeurs et employeuses auraient une grille de rémunération considérée comme normale pour chaque métier. Un chef de projet employé sur une mission sans but recevrait alors une paye de même ordre de grandeur qu'un chef de projet qui travaille dans un but précis. C'est sans doute proche de la réalité. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater lors de mes entretiens d'embauche. Si c'est le métier qui détermine le salaire, on comprend pourquoi beaucoup d'employés n'osent pas quitter leur bullshit job pour se reconvertir dans un autre domaine. En effet, cet emploi leur donne un niveau de salaire confortable, ou en tout cas supérieur à celui obtenu par l'accomplissement d'un travail généralement valorisant, mais pour lequel le salaire normal est inférieur. C'est le cœur de l'argumentation de David Graeber, qui est l'inventeur de la notion de bullshit job. Pour lui, les métiers permettant Pour lui, les métiers permettant plus souvent un travail valorisant sont associés à des salaires modestes parce qu'ils ont un sens. C'est quand même assez perturbant, ceci, de lire une phrase comme celle-ci. Cela expliquerait pourquoi les reconversions ne sont pas plus nombreuses, en tout cas moins que les souhaits de reconversion. En quittant un bullshit job, on risque de devoir revoir son salaire sérieusement à la baisse. C'est tout ce paradoxe de notre monde, les métiers essentiels. La pandémie de Covid a été révélatrice pour ceci. Les métiers essentiels sont les moins bien payés aujourd'hui. Alors que plein de gens reçoivent plein de sous pour des choses pas forcément utiles. Alors il en cite quelques-unes. Il a travaillé lui-même dans un boulot qu'il a considéré comme un bullshit job. Alors, petit florilège, justement. Au Royaume-Uni, les hôpitaux furent incités à réduire le temps d'attente des patients admis aux urgences. Les urgentistes firent attendre les patients dans les ambulances, objectif atteint. Vous voyez, on donne des objectifs pas clairs et puis on fait des choses absurdes. Et d'autres éléments sont donnés, d'autres exemples. Et en gros, tout ça est basé sur l'idée à la fois de mission et de ressources. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui ont des missions précises et qui ont les ressources pour les accomplir. Il y a des métiers qui ont des missions précises mais pas les ressources. Et des métiers qui ont une mission vague mais des ressources. C'est là surtout que les bullshit jobs sont présents. Et puis il y a les métiers qui ont des missions vagues et en plus pas de ressources, pas de chance. Et là il y a un petit tableau sur cette page-là qui résume assez bien la situation. Si il y a une mission et que les ressources sont disponibles et qu'elles augmentent, les boulots valorisants sont encouragés. Ce serait un monde idéal. S'il n'y a pas de mission alors que les ressources augmentent, les boulots valorisants sont possibles mais pas encouragés. Si il y a une mission et que les ressources stagnent ou diminuent, la mission ne peut être accomplie. Problème. Vous devez faire ça, mais vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de métiers qui se retrouvent dans cette situation-là. Ce n'est pas les bullshit jobs, ça. C'est les métiers qui sont empêchés par les bullshit jobs où les ressources stagnent ou diminuent et en plus l'absence de mission est présente et les boulots valorisants sont impossibles. Et donc on brasse du vent. Voilà, cette notion de bullshit job, elle est intéressante. On peut tous se poser la question, dans son propre travail, est-ce qu'il y a une part de bullshit dedans? Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un métier où il n'y en a pas, ne serait-ce que par le discours. Mais le discours est important, le discours des organisations, même
l'État qui veut fonctionner comme une entreprise, par exemple, ce qui est évidemment tout à fait faux. Un État n'est pas une entreprise, mais on sent la contamination augmenter. Voilà, donc imposture à temps complet. Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde? C'était le dernier livre dont je voulais parler cette semaine. La semaine prochaine, le tas sera, je pense, moins important. Je vais sans doute terminer cette lecture-là et en reparler un peu, tirer quelques conclusions là autour. Je vais me délecter des petites notes quotidiennes de Gustave Roux et tenter d'apprivoiser l'American Death Trip de James Ellroy. Ça, c'est le livre que je vais poursuivre, les autres étant terminés. Puis il y aura peut-être quelques petites nouveautés. Je vais aller chercher dans mes vieilles pléiades qui pourra succéder à Albert Camus, et je sais pas, peut-être d'autres, peut-être dans la bande dessinée, peut-être ailleurs. Ça, c'est encore de l'inconnu pour moi et pour vous, donc on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.